Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. WrestleMania est derrière nous. Nous sommes à Backlash, le plus gros pay-per-view du mois de mai. On relance les hostilités. 6 matchs étaient à la carte. Nous étions situés au Dunkin' Donuts Center à Providence, Rhode Island. Michael Cole, Pat McAfee, Jimmy Smith, Corey Graves, Byron Saxton, tout le gratin des commentateurs était là. Nous étions le 8 mai 2022. Beaucoup de matchs revanche étaient à la carte. Et quoi de mieux pour analyser avec moi ce pay-per-view incroyable que Tonton. Salut Tonton. Salut El Patron et salut peuple de catcheur. Je commence d'entrée, je suis chaud bouillant pour ce backlash. Un gros retour de flamme et bien content d'être dans une grosse analyse avec vous tous. Il est avec nous également Géliel. Salut Géliel. Salut RM, salut Tonton. Et là vous dites, ah super catch-up, ils font une triple frite, c'est formidable, on retourne au basique, aux valeurs sûres, les analyses de pay-per-view. Et là je vous dis, non, nous ne sommes pas 3. Et non, nous ne sommes pas 3, nous sommes 4. On fait un fatal four, un four fatal pour cette analyse de pay-per-view avec... Vous savez quoi? Vous le savez, il n'y a pas de retraite dans le catch. Il n'y a pas de retraite dans le catch. Il n'y en a jamais. Ça n'existe pas. Non, vous l'avez vu, Ringside a fait son grand retour pour le pré-show de Backlash et pour l'analyse de Backlash. Un autre retour, il était parti, il nous avait abandonnés. Parti lors de la Covid Mania au moment où on avait besoin de lui. Mais il est de retour. Incroyable, mais vrai. OG, The Original, Giscal est là. Salut Giscal. Salut tout le monde, salut peuple de Catch-Up. C'est un retour très très émouvant. Je suis très ému de vous retrouver. Salut Gilles, l'inénarrable Giscal, Fatal Four, baby. Ah oui, beaucoup d'émotions, hein, les filles qui se déshabillent et tout, c'est quelque chose ici dans le studio. Ouais, je vois que le studio a bien changé. Hein. Ouais. J'ai bien qu'il y a de l'émotion, il y a des filles à poil, voilà. C'est très 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 chaud dans le studio. Je vois que les budgets ont augmenté depuis que je suis parti. Bah oui, ça a doublé, on a refait toute la déco, mais t'as vu, on a gardé ton fauteuil, hein. Toujours le même. Oui, voilà. oui, je vois. Il y a quelques trous dedans, là, mais il est toujours là. Ouais. Oh, bah, il y a eu des soirées assez folles, assez agitées, hein, auxquelles tu n'étais plus invité. C'est normal, hein, après tout. Non, mais c'est normal. Après, je suis parti, je suis revenu. Mais tu l'as bien dit, il n'y a jamais de retraite dans le catch. Il fallait, le devoir m'appelait, la foule m'appelait, même si peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là, qui n'ont jamais entendu ma voix, mais il va falloir que je refasse ma place parmi tous ces monuments du podcast français. Eh oui, moi, ta place, t'inquiète pas, tu vas la refaire. On compte sur toi, mon bon Giscal, pour apporter toute ta finesse d'analyse, tes traits d'humour. Et... non, je déconne. Mais qui est ce mec? Il avait pas été banni il y a 2 ans. Impossible. Je ne connais pas cet homme. Bon, alors avant d'attaquer, je vous préviens tout de suite, on va en parler de tout. Là, vous faites les malins et tout, mais comme vous le savez, il y a eu des pronostics qui ont été faits. À la fin, après la grosse analyse, on fera les comptes. On fera les comptes de tous vos pronos, de tous les pronos de nos auditeurs et nos auditrices, pour savoir qui a remporté ce première passe d'armes pour ce championnat des pronostics de catch-up. Et je vous annonce dès maintenant, il y a du grabuge, va y avoir du scandale à tous les étages. Et on en reparlera juste après le main event. Bon, on avait 6 matchs. Ça a duré quoi? 2h30, 3h à peu près le pay-per-view? C'était plutôt... 2h53 exactement. C'était très digeste. C'était tout à fait très digeste. Pas mal de rematchs. Et surtout, on a commencé évidemment en opener avec l'un des gros rematchs les plus attendus de la soirée. Cody Rhodes, père et fils, versus Seth Rollins pour la revanche de WrestleMania. On se souvient, Seth Rollins a raison, c'était plein que Cody Rhodes avait bénéficié de l'effet de surprise lors de leur première rencontre et il avait donc demandé d'avoir sa vraie chance ce soir à Backlash. Cody Rhodes avait répondu oui. Alors les deux hommes rentrent sur les vivas de la foule. Cody Rhodes qui est revenu tout simplement en main eventer à la WWE. Il a tout compris au business. Le match commence avec une grosse ambiance. Les deux hommes ont tout simplement construit un match qui va monter en tension et en intensité au fur et à mesure. On fait pas mal de contres au début entre les deux hommes. Ça se chauffe. Voilà, on s'appelle avec le public.
on joue pas mal, et puis tout d'un coup, le match commence à s'emballer avec, on va dire, Seth Rollins qui semble être le plus en contrôle. Au début du match, il fait pas mal de taunts, hein. Normalement, notamment, il reprend le move du père de Cody Rhodes, hein, l'enchaînement de descente du coude, là, avec la petite pichenette à la fin. Donc on commence vraiment à basculer dans le combat psychologique un petit peu entre les deux hommes. Là, voilà, on va dire la cadence du match augmente, la foule commence à croque à pleines dents, hein, pour les différents moments entre les deux hommes. On a différentes tentatives du Crossroad, on a des tentatives aussi du Pedigree. D'ailleurs, les deux hommes vont se contrer à tour de rôle la tentative de Pedigree. C'était plutôt bien foutu. On a les Disaster Kicks de Cody Rhodes, le premier qui passe et le second qui ne passe pas, incroyable, hein, transformé en powerbomb par Seth Rollins. Ça, c'était magnifique. Je suis sûr que là, vous étiez debout dans votre salon. Et à la fin, celui qui gagne, c'est l'homme le plus intelligent, le plus malin, avec évidemment Cody Rhodes qui agrippe le pantalon. On voit presque le cucu de Seth Rollins, hein, c'était pas très gracieux. Et le petit paquet, le petit roll-up pour la victoire de Cody Rhodes, la seconde victoire de Cody Rhodes. Et Seth Rollins qui ne comprend pas et qui va voir l'arbitre et qui lui dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Giscal, je te pousse directement dans l'eau du bain. C'est chaud bouillant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Victoire du nouveau top guy de la WWE, j'ai l'impression. Vince s'est trouvé une petite poule aux œufs d'or, là, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très très cool. J'ai trouvé ça très cool, ce match. Et je suis assez bluffé du retour de Cody Rhodes. Alors moi, c'est vrai que je me suis éloigné des écrans, des micros, de tout pendant de longs mois. Et alors, déjà que je regardais plus beaucoup la WWE, je regardais encore moins l'AEW. Donc j'avais complètement perdu de vue Cody Rhodes. Et je suis assez bluffé par le bonhomme. Je le trouve... Alors déjà, bon, il s'est épaissi physiquement, j'ai l'impression. Ou alors, j'ai un problème... ou alors c'est les caméras. C'est les caméras de la WWE qui épaississent tout le monde, je sais pas. Mais il s'est déjà pas mal épaissi, mais je trouve qu'il s'est épaissi aussi d'un point de vue même de son catch, de la prestance, de l'aura qu'il dégage, son entrée, comment il regarde la foule, comment il marque des pauses dans le match. Je trouve qu'il y a, je sais pas, il a un charisme qu'il n'avait pas, je trouve, il est parti quoi, 4, 5, 6 ans, je sais pas combien de temps il est parti. Mais en tout cas, je suis assez stupéfait depuis qu'il est revenu de ce qu'il dégage, et je pense que ça va faire un joli run, et c'est confirmé par ce match encore une nouvelle fois dans la lignée de ce qu'ils ont fait à WrestleMania. Alors ça reprenait tous les codes du match de revanche classique, hein. C'est tout, tu l'as dit, hein, tous les contres, tous les callbacks au match précédent. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai trouvé que c'était un peu bon, après la WWE ils sont un peu coutumiers du fait, mais les commentateurs presque, j'avais envie de leur dire, mais laissez-nous regarder le match, ils sont capables de raconter une histoire sans vous, hein, parce qu'ils étaient très à surcommenter tous les spots. Ah, souvenez-vous, c'était le machin, il a fait ça à WrestleMania, ou qu'est-ce qu'ils se connaissent, ah, c'est incroyable, regardez, il le contre et tout. Bon, c'était un peu too much, parce que j'ai trouvé qu'en fait le boulot dans les cordes était déjà super efficace, il y avait presque pas besoin d'eux pour comprendre ce qui se passait. Mais donc victoire à la fin, qui est le résultat logique pour Cody, qui est sur une trajectoire, à mon avis, qui va le porter vers le titre. Mais j'espère le plus longtemps possible, parce qu'on reparlera peut-être du top guy, du champion, plus tard dans l'émission. J'espère que leurs courses ne se télescoperont pas trop vite. Mais en tout cas, voilà, une super victoire, et moi je suis assez bluffé de ce nouveau Cody Rhodes qui se présente à moi. Pour mon retour. Ah, carrément, non, mais. Hein? Et tu lis le retour de Cody Rhodes, le retour de Giscal. Non, je le lis pas. Je dis, enfin voilà, c'est pour mon retour aux affaires. Je suis vraiment ravi d'être le témoin de ça, quoi. Ah, bah c'est magnifique. Non, bah le gars, quoi. Enfin, Cody, il a bossé pendant 3 ans, hein, dans la fédé d'à côté, tu vois. Quoi. Ah, c'était que 3 ans. Tu vois, je me demandais si c'était 4, 5 ou. Non, c'était 3 ans.
Non, mais bien sûr qu'il a bossé. C'est juste que, tu vois, moi je suis un... Je regardais pas, donc, tu vois, moi, je le redécouvre. Tu vois, c'est vraiment une renaissance. Ouais. Ouais, effectivement, il s'est bien épaissi. Ce match était plein de contres. On a eu des super moves. J'ai parlé de pedigree, mais on a eu des super kicks qui se sont enchaînés, des buckle bombs dans tous les sens, des Falcon Arrow. On a eu ce crossroad où Rollins s'est retrouvé avec le pied dans les cordes. Enfin, vraiment, c'était très Puis intense. le Cody Cutter, c'est génial comme prise. Ah ouais, le cutter, oui, bah, le premier qui a été contré, je lui ai foutu un gros kick, mais le deuxième, il était passé. C'était vraiment bien foutu. Tonton, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match revanche? C'était un bel opener. Hein. Je pense je l'ai trouvé supérieur au match de WrestleMania. Ah oui. Et on a eu presque un match de 21 minutes quand même. Quoi, hein. Donc là, ils se sont pas foutus de notre gueule. Hein. Et puis Cody, ouais, il est dans la grosse hype. Alors moi, évidemment, je vis pas du tout ça comme une renaissance, à contrario de l'inénarrable Giscal, parce que je suis Cody assidûment depuis qu'il est parti de la WWE. Donc, et pour moi, en fait, j'ai vu un match de Cody dans les critères de ce qu'il a fait pendant 3 ans à la All Elite Wrestling. Et comme là, il est face à un des meilleurs workers au monde, en l'occurrence l'architraître, et bah du coup, ça donne un match auquel je mettrais un 4 étoiles et demi, quoi. Et puis presque, et pourtant j'avais annoncé la victoire de Cody, il me semble, hein, moi les pronos je les oublie en fait dès le lendemain, donc, mais j'étais quand même surpris parce que, et ça c'était bien d'ailleurs que je sois surpris par ça, parce que je me disais quand même que c'était fou que la WWE prenne l'option 2-0 Cody Rhodes contre Seth Rollins. C'est quand même un sacré pari face au tel catcher qu'est Seth Rollins, quoi, dont ils ont surtout pas envie ou besoin qu'il perde de la hype, le Seth Rollins, quoi. Donc il faut qu'il perde, mais il faut réussir à le protéger en même temps, et c'est pas un exercice facile. Et je trouve que dans le cadre de ce match, en tout cas, ils l'ont réussi. Et donc pour moi, c'est mission accomplished de la WWE sur cet opener. C'était, ma foi, un fort beau match. Bon, Julien, pour toi aussi, la mission accomplie avec ce D0, est-ce qu'on a réussi à protéger Seth Rollins et à mettre, tout simplement à continuer à garder la fusée là au cul de Cody Rhodes? Oui, pour moi, mission accomplie. En plus, ça s'est fait dans les formes. Effectivement, hein, j'ai pas trouvé que, vu le match qu'il a fait, Seth Rollins était sorti particulièrement faible, même si comptablement, effectivement, ça fait 2-0. Le match était très très bon. Je reviens aussi sur ce que dit Giscal, et je l'ai trouvé aussi fortement épaissi, le père Cody, mais on sent que c'est dense, hein, c'est pas que du pâté croûte. Ah oui, non, clairement. Voilà. Et du coup, ça m'a aussi fait repenser que Seth Rollins, depuis quelques années aussi, avait été aussi passé peut-être un peu plus par la salle et était beaucoup plus épais et dense qu'il y a quelques années. Du coup, ça a donné quelque chose de vraiment très sympa. Là, on est plus sur l'opener et sur le retour, comme on avait pu voir à WrestleMania avec Cody Rhodes qui revient, on le redécouvre, etc., etc. Là, le personnage est quand même plus posé. Le catch est également beaucoup plus complet. Le match est beaucoup plus sympa à suivre. Il y a des spots vraiment sympas, les Cody Cutter, qui passe vachement bien. Au final, Cody gagne. L'histoire se racontait plutôt pas mal. Je pense qu'effectivement, il fallait cette rivalité de retour contre quelqu'un de super bon, mais qui aurait pas forcément souffert de perdre 2 fois parce que Seth Rollins voilà, il est pas particulièrement affecté par cette double défaite. On va lui trouver autre chose à faire. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'avec 2 victoires comme ça, qu'est-ce qui va s'écrire pour Cody Rhodes dans la forme qu'il a, dans la hype qu'il a. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que il peut attaquer à peu près n'importe quoi. Alors, on verra peut-être plus tard par rapport au titre réunifié, mais il a peut-être d'autres intermédiaires à aller chercher avant, où il est parfaitement légitime avec ce qu'il a montré sur ces 2 matchs en quelque sorte, et surtout sur le dernier. Ouais, ça va être le vrai challenge, ça, je pense. En tout cas, pour moi, c'est le vrai enjeu. S'ils veulent faire quelque chose de bien avec le retour de Cody Rhodes, ça va être de prendre leur temps et de lui faire gagner plusieurs feuds comme ça, de beaux profils. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir son prochain adversaire. C'est peut-être pas complètement fini avec Seth Rollins, mais ça va être intéressant. Ouais, la guerre, je serais en train de dire, c'est dommage parce que, on en avait parlé lors du gros pré-show, que la guerre psychologique entre les deux fait peut-être que commencer, hein, parce qu'il avait commencé déjà à poser quelques cailloux, là, quelques pièces, en s'attaquant au père du fils. Ouais, tout à fait. Et finalement, sans aller beaucoup plus loin, là, je pense que là, voilà, il a perdu la bataille physique, 2-0, voilà, comptable, c'est fini. Maintenant, c'est Seth Rollins.
le visionnaire, l'architraite, comme on dit, Ouais. va peut-être jouer un peu plus la guerre psychologique avec son vis-à-vis. Hell in a Cell pourrait être un bon pay-per-view pour une troisième manche finale. Exactement. Deuxième match revanche de WrestleMania. Alors, celui-ci, je sais que vous l'attendiez tous. Bobby Lashley versus Omos. Bobby Lashley qui avait remporté la première à WrestleMania. Cette fois-ci, Omos donc accompagné de MVP. Et c'est parti pour un match, ma foi, qui était un peu plus riche que leur précédente rencontre. On a notamment eh bien, un Bobby Lashley qui va réussir à maîtriser et à malmener Omos, hein, le grand. Il va même réussir à lui placer son Hurtlock sur la fin. Ça, c'était assez incroyable, hein, cette séquence où Bobby parvient, le Almighty parvient à aller chercher le Hurtlock, rien que de réussir à le placer. Alors, voilà, il n'a pas réussi à se débarrasser de son adversaire avec le Hurtlock, mais rien que de réussir à placer un mec qui fait 2m30, réussir à placer cette prise, c'était déjà un beau haut fait pour l'ancien champion de la WWE. Omos, lui aussi, a réussi à placer quelques bonnes taloches, bien aidé par MVP, hein, qui a fait une distraction lors du match, et MVP qui n'était pas en reste, hein, qui a balancé quelques scuds là, au pauvre Bobby Lashley dès qu'il pouvait. Je sais plus, à un moment, il lui a placé un truc, il lui a dit... je sais plus ce qu'il lui a placé, mais il lui a demandé s'il regrettait pas ses choix de vie, je crois, un truc comme ça. Genre, t'avais Bobby Lashley qui était un peu sonné, il fait alors ça, tu regrettes pas là tous les choix que t'as fait dans la vie ah, c'est quand tu y repenses aujourd'hui là, alors tu te retrouves là, peut-être que t'aurais fait des choses autrement. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu pas mal de choses. On a eu Bobby Lashley qui a passé un Spinebuster, ça c'était pas mal aussi. Et puis MVP qui arrive et qui donne un petit coup de canne. Et le choke bomb de Omos pour la victoire. 1, 2, 3, victoire du géant grâce à l'intervention du manager. Mon bon tonton, est-ce qu'on a réussi à faire mieux avec ce deuxième match? Bah, je te rejoins, plutôt un match pas trop long en plus, un peu moins de 9 minutes. Et je trouve que finalement c'était peut-être encore mieux, ouais, effectivement, que à WrestleMania, là aussi, comme pour Cody versus Seth. Bon, Homos, c'est compliqué dans le ring par moment, quoi. Hein. Il y a des moments, mais Bobby est tellement énorme. Et Bobby se prend des pops aussi, lui, en ce moment, quoi. Alors là, par contre, hein, moi, de semaine en semaine, hein, je continue à vraiment être épaté par vraiment la réaction du public face à Bobinator, quoi. Et c'est cool. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je l'attendais pour la victoire. Et que c'est la victoire du géant nigérian. Et alors, je crois que c'est Ringside pendant le gros pré-show qui avait dit que, bon, voilà, finalement, on allait peut-être enterrer Omos avec cette affaire et puis qu'on allait passer à quelque chose de plus sérieux avec Bobby Lashley. Et bah, pas du tout, finalement. On se rend compte que Omos, il continue à miser sur lui. Que je pense pas qu'ils lui ont donné cette victoire comme ça, là, tu vois, histoire de dire. Je pense que c'est loin d'être terminé, tout ça. Et Omos, bah, écoute, apparemment, il y a un vrai plan. Donc, bah, écoute, on va voir, on verra la suite. Giscal, je t'ai entendu faire qu'est-ce que tu entends par non, enfin, ouais, en fait, j'ai été assez impressionné par Bobby Lashley. C'est pareil, hein, depuis que j'ai repris un peu les visionnages, il y a manifestement il y a un engouement du public derrière lui qui est mérité, et tout, c'est cool. Et non, c'est juste qu'en fait, c'est plus sur le court moyen terme. Enfin, moi, c'était vraiment... J'ai trouvé le match très bien, très très bien, pour un match de pay-per-view court, impactant, entre deux gros mecs qui se foutent sur la tronche. Enfin, c'est du match made in WWE classique, hein. C'est très efficace. Du powerhouse. Voilà, du gros powerhouse qui se rentre dedans. Viande. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un show match pour Bobby Lashley, en fait. Et certes, il le perd de la bonne manière, c'est-à-dire il le perd sur une tricherie. Mais pendant tout le match, c'était Bobby, c'est un monstre. Il est à ça de déloger, enfin de faire chuter la montagne. Il l'a soulevé à un moment pour une sorte de chokeslam. Il lui a porté son Hurtlock. Enfin, voilà, tu sens que c'était un peu un showcase de Bobby Lashley. C'est vraiment une force de la nature. Rien que son entrée m'avait mis un peu, je trouvais, la puce à l'oreille sur le fait que, ok, ça allait être un moment pour faire briller Lashley. Parce qu'ils sont entrés sur le podium avec les nouvelles lumières et tout. Je trouvais ça super impressionnant. On est d'accord, c'était la première fois qu'il rentrait comme ça, parce que j'ai pas eu souvenir de voir ça avant. Ils ont sorti légèrement son theme song.
Ouais, et Aussi. en fait, je pense clairement que, alors Homos, ils ont peut-être des plans avec lui, mais je pense clairement que c'était un match pour préparer une revanche sur laquelle justement Bobby Lashley va avoir une victoire décisive sur Homos et que c'est une sorte de victoire un peu de feu d'intermédiaire pour lui, pour le réaffirmer comme étant vraiment une putain de montagne de ouf, un mec ultra puissant qui aura déboulonné Homos, je sais pas, dans une cage ou dans un match no DQ à Hell in a Cell et ça va le relancer pour son run de face je pense dans la carte à Raw. Et j'ai pas du tout enfin moi en tout cas j'ai pas vu un match où je me dis Homos, après peut-être qu'il aura des trucs des autres programmes pour lui, hein, mais je pense qu'il est vraiment là pour faire briller Bobby Lashley in fine, et c'est ce que j'ai ressenti sur ce match où voilà, c'est passé à ça. Tu sentais que il a fait une démonstration de force, Bobby Lashley, et que s'il n'y avait pas eu MVP, et c'est sans doute l'histoire qu'il y aura à Hell in a Cell, je le vois un peu comme ça, s'il n'y avait pas eu MVP, c'était gagné, et qu'il n'a pas besoin de lui, quoi. Donc c'est un peu ça que j'ai vu, quoi. Et toi, Gélial, est-ce que tu trouves aussi qu'on a fait briller notre perdant ce soir? Oui, et puis j'ai apporté une petite voix dissonante, mais c'est ça l'intérêt aussi des Fatal 4-Way, c'est que moi je suis pas du tout convaincu par Homos pour le moment, quoi. Donc forcément Bobby Lashley, c'était pour revenir sur le match en tant que tel, c'était impressionnant parce que d'habitude c'est lui qui est souvent, enfin il est à 1m80, Ouais. 96 je crois ou 95, non 91 je crois Bobby Lashley. C'est souvent lui qui domine. Là, face à la montagne Homos, on l'a vu placer ce qu'il plaçait d'habitude et c'était compliqué dans tout. Ça fait un peu le gars qui défend au basket sur un gars plus grand que lui, quoi. Tout est compliqué, quoi. Et il a tout tenté, effectivement. Il a montré tout ce qu'il était capable de faire. Et puis, moi, je l'ai pas vu très en dessous physiquement hein, par rapport à Homos. Au contraire, il est déjà tanké 20 fois plus que Homos. Homos a un ADN un peu différent, c'est surtout ça. Donc oui, il a pas perdu, il a perdu mais contre quelque chose qui était beaucoup plus gros que lui, donc c'est pas finalement si grave que ça. Par contre, Homos quoi. Pour moi, il y a rien du tout, il y a que dalle quoi. Homos c'est 2m20. Quand on sait ce que faisait l'Undertaker à 2m10, alors je comprends, hein, 10 cm, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, ça Là, compte, quand hein. même, in-ring, putain, ça fait mal quand Non, mais même. Quoi, hein. ouais, je suis assez d'accord. Je suis un peu déçu aussi quand même de. Tu vois, je repense à des profils type Braun Strowman quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire et tout. Je trouve que voilà, en effet, c'est un peu limité. C'est la tour de contrôle au milieu du ring qui colle des gros chops sur la tête là et des big boots, mais ça, je sais pas. Est-ce que ce profil a encore une place hormis justement à la WWE dans le catch moderne un peu? Est-ce que ça a encore sa place hormis justement en position un peu de faire valoir pour des matchs comme ça en fait, hein, pour des mecs qui d'habitude sont, comme l'a dit Géliel, hein, des monstres de la nature, qui ont l'habitude de tout dominer, qu'ils aient des roadblocks un peu là, des gros se heurter à des murs de temps en temps, ça leur permet d'avoir des feuds qui changent un petit peu de style, mais sur lesquels voilà, c'est eux qui gagnent à la fin. Parce que Homos reprend finalement un petit peu le genre de ce que faisait le Great Khali finalement. ouais, en quelque C'est à sorte. quoi je pensais. Ouais, Exactement ce à quoi je exactement. pensais. Ouais. Le Great Khali qui servait un petit peu de maître étalon pour c'est de mecs qu'on met en face des gros top guys pour de temps en temps leur mettre un énorme défi. C'est genre avec l'histoire de David contre Goliath, mais des mecs qui n'ont pas l'habitude d'être David, quoi. Et je pense que ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais il est utile dans un roster, mais tu vois, ça ira pas plus loin, je pense. Mais Et puis il manque, à mon avis, il manque pas mal de choses. Il commence à avoir quelques expressions un peu faciales pour donner un peu le change, mais sur le reste, les timings ils sont pas forcément super bons. Les coups sont pas non plus portés de manière dingue. Ouais, alors bon, il a que 27 ans, hein, donc ça demande un peu de taf encore certainement. Mais je trouve que ça prend quand même du temps parce que ça fait déjà un petit moment qu'il est sur la scène, quoi. Et que s'il devait bosser ou que s'il y avait vraiment quelque chose pour Homos, il est pas prêt d'avoir sa fusée avec ce qu'il présente, quoi. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Voilà. Bon, effectivement, c'était un match que j'ai trouvé plus intéressant que leur premier, mais ouais, peut-être qu'il faut plus miser quand même sur Bobby Lashley que sur Homos. Est-ce que l'histoire va continuer? C'est possible avec ce jab de MVP qui est toujours dans les parages. On enchaîne sur le troisième rematch, le troisième vengeance, hein. C'était le thème de ce soir avec un autre match très attendu et pas juste pour le match, il faut se l'avouer, mais Edge
versus AJ Styles avec Damian Priest qui était interdit ce soir des abords du ring. On verra d'ailleurs un peu plus tard qu'il se joue un petit peu de ce règlement. Hein. Il y a des zones grises dans le règlement à la WWE. AJ Styles qui fonce directement sur Edge avec ce theme song que Tonton adore évidemment. On the other side. La version Pitbull de AJ Styles réclamée à corps et à cri par le Hall of Famer canadien. Il tente à un moment donné de placer un Phenomenal Forearm, mais il est contré là d'un bon coup de pied. Ensuite, on travaille l'épaule. Hein. Il est un peu blessé. AJ Styles, il avait été attaqué durement par la superstar Red Hall et Damian Priest. Edge reprend progressivement le contrôle du match avec AJ Styles qui se bat comme un beau diable. On a quand même pas mal de prises assez incroyables qui sont placées. On a le Calf Crusher qui est placé. On a eu pas mal de backbreakers aussi qui ont été placés à gauche, à droite. On va dans les cordes pour s'en sortir. Le Spear qui est chargé, mais il se fait exploser là, le Edge dans le coin du ring. Le second Spear qui connecte. Le Styles Clash qui est placé. Alors, il faut aller le chercher. Là, on se rend compte quand même, je sais pas vous, mais moi, je me suis rendu compte que Edge est très grand. Edge est très grand parce que pour placer le Styles Clash, il fallait le chercher. Quand il le tient à la verticale, Edge, il est immense, 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 le Canadien. Les Canadiens sont de grands hommes, il faut le savoir, il faut le dire. Donc ça ne passe pas parce que c'est arrêté simplement à 2,88. Et oui, j'ai compté. Le Phenomenal Forearm qui est chargé à nouveau, mais là, qui débarque alors qu'il n'avait pas le droit de venir. C'est Damian Priest. Mais Damian Priest, il fait hop, moi je suis sur la rampe, j'ai le droit, on n'a pas dit interdit de venir sur la rampe. Je suis juste là, je viens pas foutre la merde, je suis juste là, je vais regarder, je viens pas toucher, je regarde et puis c'est tout. Et ça crée évidemment du bordel. Finn Balor débarque à son tour pour se débarrasser de Damian Priest. Hein. Tout ce beau monde était un peu en bisbille ces dernières semaines. Et alors qu'on se dit, attends, c'est Finn Balor ou c'est pas Finn Balor? Mais qui ça peut bien être? Eh bien, un troisième larron débarque en cagoule, un black box, il est là, c'est qui? Edge en profite pour placer le crossface, le slipper, pour tout simplement envoyer notre ami AJ Styles au dodo, à la sieste. Et le troisième homme n'est pas un homme, le troisième homme est une femme, le gagnant est une gagnante, puisque, messieurs, dames, Rhea Ripley rejoint le Judgment Day, rejoint Edge et Damian Priest. Je crois que cette image est assez incroyable, finalement. Moi, je vous avoue que j'étais complètement dingue, puisque j'ai passé par toutes sortes d'émotions à faire le listing de tous les gens, tous les catcheurs qui allaient pouvoir rejoindre Edge. Et alors là, Rhea Ripley, moi, je sais pas, parce que moi, je n'écoute pas, je ne lis pas les ragots, les rumeurs qui frétillent, qui frémillent sur Internet. Et au début, quand j'ai vu les épaules, je me disais, mais c'est qui? Des jambes toutes fines et des épaules comme ça. C'est pareil, je cherchais. Il peut pas être Ali, Ali, il n'est pas comme ça. Alors, je me suis dit, c'est les jambes d'Ali et puis les épaules de Ciampa, quelque chose comme ça. Toi, je ne comprenais pas trop qui ça pouvait être. Et puis, observer, puis avec des cheveux noirs, parce qu'elle s'est évidemment un petit peu, elle est passée chez le coiffeur, un petit peu, une petite couleur, là. Et là, Rhea Ripley, alors là, moi, j'ai popé de dingue. Tiens, Giscal, toi, est-ce que tu as popé comme moi, là, en voyant le. Non, j'ai popé. Cette révélation. Non, franchement, super bien amené. J'ai trouvé l'exécution vraiment top sur ce match. Belle surprise, cette arrivée de Rhea Ripley, pour moi c'est une super addition, plutôt que un random low quart d'heure. Je trouve que c'est une très très belle addition. Il y a une vibe un peu de Straight Edge Society des années 2020, un petit peu, avec une stable mixte qui est en train de se former, qui va peut-être pouvoir aller taper différentes scènes. Je trouve que c'est très intéressant, il y a un gros potentiel avec un vétéran, un jeune intéressant. Bon, moi je le porte pas dans mon cœur, mais voilà, je sais qu'il est pas inintéressant, Damian Priest. Et puis une nana, et sans doute je les vois pas en rester à 3, donc je pense que il y a quelque chose qui est sympa qui est en train de s'écrire. Tout était bien fichu, l'entrée de Edge, j'ai bien aimé la façon dont il a été annoncé au ring, où plutôt que de dire From je sais pas où, qui pèse 230, là c'était on lui listait ses titres, ses accomplissements et tout. Je trouvais que c'était assez stylé. Ils ont même cité le Grand Slam Champion, enfin tout y est passé. Ouais, c'est ça, et les commentateurs ont joué un petit peu là-dessus derrière et tout. Je trouve que c'était une jolie touche. Et puis après, toute la fin du match, je l'ai trouvé très très bien amené avec
Damien Priest qui joue avec les règles, Finn Balor qui reste un peu dans la picture sans non plus trop s'impliquer sur le match, et puis cette arrivée, et puis ce petit suspense en plus, c'était sympa parce que elle, donc à ce moment-là on savait pas, mais elle intervient. Il y a la décision du match qui se joue, et puis il y a un petit flottement, elle monte sur le ring, on attend et tout, donc il y a ce petit suspense genouille, qui ouais, était il y a assez... du temps, ouais. Ouais, ce petit suspense c'est sympa parce que ça laisse à tout le monde chez soi et dans le public, ça laisse à tout le monde un petit peu le moment de dire mais putain c'est qui, tu vois, tu l'as bien dit, c'est ces petites minutes qui sont assez précieuses je trouve dans des révélations comme ça plutôt que de bâcler le truc, et qui ont bien fait monter la sauce, donc je trouve que c'était bien. Et sur le match en lui-même, je serais peut-être un peu sévère parce que le truc, c'est qu'en fait, je mets la barre tellement haut pour ces deux-là que du coup, ils me déçoivent un petit peu. À WrestleMania, c'était déjà un petit peu le sentiment. Je trouve qu'il y a toujours 4-5 minutes de trop. En tout cas, s'ils veulent faire ce genre de match, il y a peut-être 4-5 minutes de trop. C'était mieux sur le démarrage. Je trouvais que c'était plus sympa qu'à WrestleMania parce que là, il y avait vraiment la dimension agressive, personnelle qui était rentrée dans le paysage avec un AJ Styles qui était encore plus vénère, donc le début de match était très rapide, très, très incisif, donc ça c'était cool, mais il y a encore eu un petit peu trop de temps mort. Enfin moi j'en attends un petit peu plus de ces deux-là, et je trouve que pour 15 minutes de catch ils sont capables de faire tellement mieux voilà, ce serait mon petit point noir, mais globalement c'était 15-20 minutes tout compris de très beaux moments de pay-per-view. Bon, Gilliatt, je ne veux pas te faire attendre plus longtemps. Voilà, qu'as-tu pensé de ton Grand Slam champion à toi, ton Hall of Famer et maintenant le leader d'une faction mixte là qui s'est mis en jeu là, qui s'est créé ce soir sous tes yeux? Dis-nous tout. Déjà, je vais pas revenir, mais sur une victoire méritée, hein, je pense que ça tout le monde l'aura bien compris. À côté de ça, ouais, super moment, tout est vraiment bien construit. J'ai trouvé qu'effectivement le match sur la durée ralentissait. Enfin, faut pas oublier qu'on a des gros quarantenaires dans la truc, mais j'ai trouvé que ça s'est aussi vu un peu moins que d'habitude. Peut-être que les temps forts et les temps calmes où d'habitude il y avait quand même des grands moments sur les derniers matchs de Edge, alors un peu moins avec G-Style où on sentait il était à l'agonie, mais pendant 3 minutes c'est compliqué de maintenir la tension in-ring. Là ça s'est fait un peu moins. Donc j'ai trouvé ça, du coup il y avait pour moi un peu plus de dynamisme. Bon, les deux au niveau du catch, il y a pas grand chose, à en dire, hein. C'est quand même super bon. Il y a de l'émotion, il y a du visage, ça parle, ça va chercher, ça raconte des trucs. Donc pour le match en tant que tel, vraiment, moi j'étais conquis. Et puis alors la suite là, quand il y a Damien Priest qui commence à arriver, toute la partie overbooking, j'ai trouvé ça grandiose quoi. Et le final avec la faction qui se construit, qui s'étoffe, et puis l'arrivée de Rhea Ripley, mais génialissime quoi, génialissime. Ils ont l'air heureux les deux en plus, hein. Rhea Ripley et Edge, ils se regardent, mais genre Ouais. ils ont un sourire, genre tu sens que Edge est content d'avoir Rhea Ripley et que Rhea Ripley elle est contente d'être avec Edge, elle se dit ça y est, elle sait qu'elle va s'éclater là. Tu m'étonnes, elle se dit alors donc je suis passé de Nikki Cross à Edge, ok, je pense que j'ai fait le bon move, je crois que j'ai fait le bon move, et du coup là il y a un truc qui se construit. Effectivement on a Finn Balor qui est revenu un petit peu par là, Edge Styles, Finn Balor, ou alors il était peut-être juste venu pour donner un peu le change, on sait pas. En tout cas moi tout ça c'est bien déroulé, tout ça c'est bien exécuté, j'ai trouvé ça vraiment super sympa, et en plus alors là ça ouvre des portes mais gigantesques, complètement enfin voilà, on l'attendait. En plus je me faisais la réflexion par rapport à la faction intergender. On en avait parlé avec la Bloodline qui aurait pu sous certains angles accueillir Naomi, et ça pouvait faire quelque chose d'assez sympa également. Moi je sais que ça m'aurait bien plu. On en avait parlé lors de review de SmackDown précédemment. Là, ça se fait avec Edge en plus, et puis avec Rhea Ripley qui est en pleine ascension. On a un Damien Priest qui est également quand même pas mal. Il y a encore pas mal de choses à faire avec ce rôle de mentor de Edge, mais qui reste encore fort sur le ring. Ouais. Là, moi j'ai hâte de voir la suite, et j'ai été hyper entertainé par ce match. Oui, alors, et toi, là, tonton, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de cette nouvelle faction, là, enfin cette faction mise à jour avec l'arrivée de Rhea Ripley? L'année a été difficile, on sait pour Rhea Ripley, mais là c'est un nouveau monde qui s'offre à elle. Mise à jour est puissante là, hein. Moi, comme toi, j'ai popé grave, hein. J'étais hyper content pour Rhea Ripley, quoi. Vraiment. Alors là, mais pour revenir juste un peu avant sur le match en lui-même, moi je trouve que c'était un très bon match, quoi. Il y avait encore une fois, moi je trouvais que ça a délivré la marchandise.
Alors, on avait des gros workers dans le ring, quoi. Vous parlez, Edge, il fait 1m96, hein, pour parler du Edge Styles, du Styles Clash, pardon. Putain, 1m96. 1m96. Et c'est pour ça, hein, ça c'est un dépassait géant, partout quoi. en haut en bas au début Donc, quand il a fait son Et, son clash. et justement, quoi, du coup, au passage, Rhea, à côté de Edge, elle rappelle à quel point, en fait, elle est grande et physique, quoi. Parce Ouais, qu'elle c'est vrai que t'as elle fait pas du tout ridicule à côté de Edge, qui est déjà une espèce de montagne en lui-même, quoi. Ouais, puis Damien Et- Priest, c'est un grand, putain, ça va faire une faction ouais, de grandes tiges, hein, quand même. C'est clair, quoi. Donc, j'espère que tout ça, ça va la ramener vers les sommets, Rhea, hein. Mais en tout cas, moi, je suis hypé à fond. Le match, j'ai trouvé ça très bon. Et comme je m'attendais à un match avec beaucoup d'overbooking, moi, j'ai été étonné en fait de la durée. Je m'attendais à un match de 10-11 minutes et ça allait partir en couille. Donc, c'est bien partir en couille, mais le match a duré quand même presque 15 minutes 30. Et ça a été festival, quoi. Là, franchement, j'adore, quoi. Et puis, vraiment, Edge, moi, je ne tarie pas d'éloges. Pour moi, c'est... sur les 10 dernières années, c'est le plus beau retour de vétéran qu'on ait eu, quoi. C'est-à-dire que dans le ring, il n'y a que lui qui a délivré la marchandise à un tel sommet. Et on en parle depuis des semaines à l'antenne, etc., à Monday Nitro et tout, mais l'entrée de Edge, vous avez signalé, carrément, il déroule son palmarès. Ouais, mais il y a pour moi, il y a je vois le Ministry of Darkness, je vois l'Undertaker, quoi, quand il arrive en ce moment. Et il a le Edge, pantalon quoi. violet, hein, t'as vu, hein, Mais il y a vraiment, moi je suis. Il y a pas mal de clins d'œil, hein. Mais il y a une espèce d'aura Undertakery, je sais pas comment appeler ça. Fact-checking, Peuple Catch-up, trouver un nom à ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il est en train Edge, il est en train de nous faire un truc là unique et dans une shape largement supérieure à ce que pouvait déjà être l'Undertaker à cet âge-là. Et vraiment, je suis vraiment épaté. Et puis, j'adore Edge Styles, donc de toute façon, j'ai été totalement gâté dans ce match avec l'ajout final de Rhea. Le Judgment Day, c'est une faction qui va tout déchirer. Je suis Final, faut voir, hein. hypé. Ajout final, faut voir. On pourrait peut-être. Enfin, moi je pensais à Liv Morgan, mais peut-être que tout le monde va pas partager. Non, mais pas blague à personne- part. Non, personne Personne partage. partage. Bah si, ils partagent tout ça. Ah non. Et puis, à mon avis, il va y Quelle avoir. honte. Quelle honte. Le prochain ajout, à mon avis, sera masculin de toute façon. Ouais, Quand j'ai dit comprends. ajout final, c'était par rapport au pay-per-view, à Backlash, quoi. C'était pas par rapport à la suite. Vous avez pas compris mon propos. J'irai voir avec Papy. Je pense qu'il a beaucoup plus d'affinité sur ce sujet-là. Voilà. Oh oui, c'est Je certainement. ne dirai pas plus. On revient aux affaires sérieuses, aux affaires du catch, puisqu'on attaque donc notre 4e item sur la carte de ce backlash, et pas des moindres, puisque Charlotte Flair, la reine, défendait une fois de plus son titre face à Ronda Rousey après un match à WrestleMania qui a vu la première défaite de Ronda en single match, tout simplement, hein, sur la plus grande scène du monde. Cette fois-ci, une grosse stipulation a été ajoutée, et pas des moindres, puisqu'il s'agit tout simplement d'un I Quit match. On sait qu'en général, quand on arrive à une telle stipulation, c'est qu'on est au bout du bout, parce que faire prononcer ces deux mots à son adversaire, c'est tout simplement lui mettre la honte sur 5 générations. Et les Flair, c'est une sacrée génération de catcheurs. Le match a commencé avec une Ronda Rousey. Je ne parlerai pas de son maquillage, on n'est pas là pour ça, mais on comprend plus rien. Oh. Qui fonce sur Charlotte, je sais pas, une espèce de panda chelou là, qui fonce sur Charlotte pour l'attaquer avec tout son arsenal qu'elle connaît bien. Alors, il y a eu pas mal de soumissions, tentatives, mais surtout, quelle originalité. Il y a beaucoup eu de spots assez originaux pour faire tenter de prononcer ce I quit à son adversaire. On a eu, ça s'est retrouvé, on a sorti les kendo sticks, hein, on sait que Charlotte Flair adore les kendo sticks, elle en avait, voilà, Ronda Rousey en avait un, Charlotte Flair en avait deux, parce qu'elle allait chercher, je pense que c'est Vince McMahon lui-même qui a donné les kendo sticks sous le petit tentron dans la Gorilla Position à Charlotte Flair. Alors les kendo sticks, ils ont fini dans un état mais lamentable, hein, c'était du petit bois à la fin. Les filles se sont tout simplement détruites l'une l'autre. On s'est retrouvé avec Ronda Rousey qui était pendu là, c'était le cochon pendu, hein, sur le turnbuckle, avec le pauvre bras de Charlotte Flair qui était à l'agonie, qui hurlait de douleur. Et ça, sur le Discord, il y a eu de la discussion. Il y avait les gens qui étaient pour, les gens qui étaient contre, les gens qui ont trouvé que ça discutait trop au micro. C'est vrai qu'elle nous expliquait, les émois, elles nous ont expliqué
ce par quoi elle passait. Donc c'est vrai que des fois c'était un petit peu long. Vous allez peut-être me citer après des phrases chocs qui ont été citées par Charlotte et par Ronda Rousey qui disaient non, ça va bien là, je maîtrise, voilà. Je repense à mon petit déjeuner là de ce matin. Peut-être que j'aurais pas dû prendre les céréales. Mais toujours est-il qu'elles ne veulent pas abandonner. On se retrouve même. Alors ça, c'est pas mal, ça qu'on se retrouve dans le public là, avec une foule qui était complètement en délire. Alors les fans qui filment ce qui est sous leurs yeux, au lieu d'en profiter pleinement, on a envie de leur mettre des claques à tous ces gens-là. Mais aucune des deux femmes n'abandonne jusqu'à ce qu'on se retrouve à nouveau au centre du ring avec une chaise qui est sortie. Et là, Charlotte fait l'erreur. Charlotte fait l'erreur. Elle souhaite tout simplement une bonne fête des mères à Ronda Rousey. La jeune maman, et ça la met dans un état, mais elle lui dit même, et ça j'ai trouvé très bien cette réplique, elle dit bah, j'attendais qu'une chose, c'est que tu me dises ça. Et alors là, là c'était la fin, là je pense que c'était l'arrêt de mort qui était signé pour la fille de Rick, qui se retrouve donc pris dans la soumission avec la chaise, et l'improbable, l'incroyable se produit. Charlotte Flair crie I quit, Charlotte Flair abandonne, une nouvelle championne SmackDown est couronnée ce soir, Ronda Rousey. Que d'émotions ce soir, et une Charlotte complètement défaite, en pleurs, en larmes. On sait aussi que ça fait jaser. Toi, Géliel, qu'est-ce que tu as pensé de ce match complètement fou? La stipulation a pas mal joué effectivement sur le déroulé, sur le rythme du match, avec l'arbitre qui se baladait avec le micro à côté. Donc c'est inhabituel par rapport à un rôle qui est plus en retrait d'habitude, où il va justement chercher juste à compter. J'ai pas été super emballé par le match. Il y a eu des bons spots, il y a eu des choses intéressantes. Je suis désolé, mais sur une impression d'une Ronda qui est pas du tout au niveau que ce qu'elle a pu être précédemment. Moi, à chaque fois que je voyais marqué Baddest sur sa brassière là, j'étais quand même un peu embêté, parce que je trouve que ça, voilà, il y avait une espèce de dissonance qui apparaissait entre le fait que elle rigole tout le temps, ou alors elle pleure quand elle a le bras tordu, etc., etc. Il y a quelque chose qui matche pas dans son positionnement. Surtout avec une Charlotte super forte, vraiment super forte, qui représente vraiment la élitude absolue. Donc quand il y a marqué Badass sur l'une et puis que l'autre dans les faits est vraiment au-dessus. Enfin voilà, donc j'ai pas été hyper hypé. Je pense que de toute manière la victoire de Ronda était écrite. Elle le mérite, je sais pas, j'arrive pas à être complètement convaincu. Il y aura certainement une suite, mais en tout cas j'ai pas accroché hyper à ce match. Donc voilà, un peu sur la réserve. Aïe. Alors, effectivement, il faut. Si on se contente de, on va dire, analyser ce match, après, si on le met effectivement en perspective avec la feud et les promos qui ont été joués pour en arriver là, c'est sûr, voilà, l'équilibre est un petit peu délicat, mais elles se sont quand même mis bien sur la tronche. Et puis, elles ont hurlé à l'agonie qu'elles étaient, nos deux femmes là. Tonton, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ah, tonton, il a quit, il a abandonné, il a perdu. J'ai pas quit. J'ai pas dit quit. C'était comme dans le match, l'arbitre il a pas mis le micro assez proche, c'était comme dans le match. C'est vrai que l'arbitre des fois il savait pas trop. Tu parles, elle parle pas. Ouais, c'est l'arbitre d'ailleurs a foiré quelques trucs un peu comme ça, quoi, en étant pas très bien positionné devant les filles, quoi. Donc ça c'était pas terrible. Mais alors là, pour le coup, je suis pas vraiment dans l'ambiance de l'Archange, parce que alors là, moi j'ai adoré le Charlotte versus Ronda. J'ai trouvé que c'était une absolute fucking war. Moi j'ai marché dedans à fond, à fond. Alors évidemment, aucune objectivité, aucune analyse, aucune finesse. Moi je suis un fanboy absolu de Ronda, donc je parle avec le cœur, je parle avec les yeux de l'amour. Voilà, moi j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé les deux fantastiques. Voilà, les kendo, tout le passage sur le Titantron, tout le passage dans le public, etc. Que elle essaye de l'étrangler entre les espèces de barres là, des rampes là. Moi j'ai trouvé ça très bon, de la violence, de la haine et tout. Moi ça collait très bien. Je me suis régalé, mais franchement du début à la fin, j'étais même en train de regretter insidieusement que j'aurais bien voulu que ce soit le main event. Moi j'ai marché à fond du début à la fin, et j'ai trouvé Ronda excellente au micro quand elle catch en même temps. Finalement, il faudrait qu'elle fasse tout le temps ça.
Et j'étais un peu inquiet justement de cette stipulation à quit match, et moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien géré. Charlotte elle pleure, mais Charlotte elle pleure quand elle gagne, elle pleure quand elle perd, donc avec Charlotte on est habitué à ce qu'elle pleure en fait. Hein. Je serais même tenté de dire, on reproche à Liv Morgan ce qu'on encenserait presque pour Charlotte Flair. Alors attention. Ouais, c'est pas loin de ça. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est vrai, ça vient pas de moi. C'est vrai que Liv Morgan a cette réputation de chialeuse, mais alors que Charlotte nous le fait finalement à chaque pay-per-view. Non, pas nous. Elle chiale tout. Dès qu'elle gagne une ceinture pour la première fois, elle chiale. La misogynie de retour au studio 4. J'attends que Rhea Ripley vienne te coller une ou deux lariats là au Giscal là parce que là tu vas pleurer. Ah ouais non Bianca elle chiale, Sacha elle chiale, Bayley elle chiale, tout le monde chiale aussi. Triple H il chiale jamais lui non plus. Voilà, non, je me souviens pas. Non. Aussi quand Vince McMahon là, il était parti, qu'il l'avait démis, il était plus au board. C'est vrai. Il avait appelé papa, je suis désolé mais tu peux plus être au comité de la direction et tout. Mais stock options alors. Alors le point de vue d'un misogyne sur ce match, Giscal. Alors le point de vue d'un misogyne. Écoute, peut-être. Non, je suis un peu entre vous deux. Je suis un peu entre vous deux. J'ai trouvé que c'était un très bon I Quit match. Très bon I Quit match. Bonne utilisation de la stipulation, mais peut-être pas avec les bonnes personnes en fait. Je l'ai trouvé bien écrit, bien fichu. En fait, pourquoi aussi? Parce que c'était un bon cache-misère, je pense, pour Ronda Rousey, que je porte sans doute un peu moins dans mon cœur. Je trouve que je me rapproche plus de Géliel là-dessus. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sonnent faux en fait quand tu la regardes. Et d'ailleurs, la remarque, je me l'étais même pas faite, mais c'est vrai que je pense que tu as raison, Géliel. C'est vrai que c'est bizarre en fait de voir Baddust sur son t-shirt, alors que il y a rien qui fait Baddust en fait dans son attitude. Alors certes, quand elle commence quand elle est dans le ring et qu'elle commence à placer ses soumissions et tout, c'est cool, surtout sur une stipulation comme ça. Mais j'ai du mal à décorréler ce match de l'ensemble en fait de la storyline, de ce qu'est Ronda Rousey, de son personnage. Pris vraiment à part, c'est vraiment un bon I Quit match. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a trop de choses qui sonnent faux en fait avec elle. Et qui font que y a des moments qui sont un peu gênants, il y a des moments qui sont mal exécutés. Voilà, par exemple, oui, c'est vrai que je sais pas si c'est de la misogynie, j'en sais rien, mais je trouve que les I Quit match là comme ça où sa queen, dès que tu leur tends le micro, elle hurle à la mort, on a l'impression qu'on les égorge, elles sont limite en train de chialer à chaque clé de bras. Je trouve que c'est presque inaudible à force en fait. C'est bon, ok, 2-3 fois, mais au bout d'un moment, quand ça fait 15 minutes que c'est que ça, surtout qu'en plus on leur tendait quand même beaucoup le micro. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des I Quit match, donc je sais pas, j'ai peut-être un souvenir qui est biaisé, mais je trouvais qu'il y avait peut-être un peu trop de tendage de micro. Là, l'arbitre il était tout le temps avec sa perche là comme ça à arriver toutes les 2 secondes. Mais globalement, c'était un bon match, c'est-à-dire que Ronda Rousey, quand tu la mets dans une config comme ça où il faut tabasser et cogner comme une folle furieuse, bon bah voilà, ça cache le fait que c'est pas une sport entertaineuse dans les règles de l'art comme Charlotte. Mais ouais, il y a cette dissonance qui est difficile je trouve à oublier, et qui fait que je sais pas, j'ai pas complètement réussi à accrocher, et je m'inquiète un peu pour la suite quand même parce que Ronda championne, on l'a vu par le passé. Les promos c'est pas ça, les matchs classiques c'est pas ça, elle pourra pas faire que des I Quit match, elle pourra pas faire que des no DQ tout le temps, donc je suis pas forcément super emballé pour la suite quoi. Oui, effectivement, tu l'as dit, il y avait un cache-misère, mais c'était un beau cache-misère quand même. C'était un beau cache-misère. Ouais, je sais pas, moi j'ai du mal là, franchement, quand j'entends ça, et techniquement parlant, je suis désolé, mais sur le ring, quoi, quelle fille dans le roster propose de réussir à coller des Tomoe Nage comme elle a collé sur le Titantron à Charlotte? Quelle fille est capable d'enchaîner différentes prises comme elle le fait? Je vais pas citer les prises de judo, etc. Je vais pas jouer mon technicien là-dessus, quoi. Mais il y a pas d'autre fille qui sait faire ça. Non, mais moi, je vous trouve trop dur en fait. Mais je comprends. Mais par contre, comme souvent à Catch Up, je comprends vos arguments.
Mais Je ne marche pas. mais Juste que vous dites de la merde. mais Pas je le peux monopole mais je du peux cœur, pas monsieur Tonton. je peux pas ouais, voilà, je n'ai pas le monopole du cœur, ça Mais je le ouais, sais bien. mais tonton, et le truc c'est que si elle est championne, il y a des matchs de weekly, tu vois, il y a des matchs un peu comme ça à gérer, il y aura des matchs un peu de début de feu, des tout. Tu vois, elle pourra pas faire des Tomoe-nage sous le petit entron ou des clés de bras dans le public entre deux barrières. Tout ça, c'est des spots super stylés, mais le problème c'est que j'ai le sentiment qu'en fait, quand tu sors de ça, je pense que c'est un peu plus dur, quoi. Mais La Non, mais réponse, je suis c'est de par pas contre, aller faire match de weekly, tout simplement. enfin, j'ai fait pas mal Ouais, de mais, reviews, que ce soit mais avec même je déjà, peux faire une Brock Lesnar, ouais, j'avoue. que ce mais soit même avec déjà, essayons d'imaginer contre quelqu'un d'autre, quoi, parce que Ouais, elle a quand même pas catché des masses à part contre Charlotte, quoi. Donc en plus, quand on met, pour moi, une shape qui est quand même pas extraordinaire et le fait que c'est un peu l'adversaire unique, je suis assez aussi circonspect sur la suite, quoi. Voilà. En tout cas, les deux femmes nous ont offert quand même un gros match. Non, mais c'était avec un beau une grosse spectacle. stipulation. C'est Maintenant, sûr. effectivement, la Ouais. question va plus se poser et sur puis- l'après. Effectivement, déjà, Ronda Rousey qui, effectivement, va sûrement aller se trouver une nouvelle rivalité. Parce que là, pour Charlotte, ça sent quand même la grosse pause. Là, hein. Ça sent la grosse pause pour Oui, Charlotte. d'ailleurs, ils ont annoncé pendant le pay-per-view Ah oui. qu'apparemment, elle avait un radius Ah oui. fracturé. Le radius fracturus, effectivement, Oui. Charlotte Fracturus du radius. éloignée des rings, pour se reposer et puis aller retrouver son coquin de mari et son sacré paternel pour un repos bien mérité pour Charlotte. Et puis Ronda Rousey qui va devoir se trouver une nouvelle rivalité. Hein. Maintenant, ça y est, c'est la championne. Hein. Elle vient rajouter le titre de SmackDown, hein, parce que c'est bien le titre de Monday Night Raw qu'elle avait. Ouais. Donc voilà, les deux titres sont à elle dorénavant. Allez, on va aller sur un match qui va mettre cette fois-ci tout le monde d'accord sur sa qualité. Un match qui avait évidemment toute sa place, peut-être, et sûrement des gens qui trouveraient ça normal, que ça aurait dû être le main event. Et je suis sûr qu'ils sont très nombreux, mais évidemment, c'est la majorité silencieuse. Hein. Happy Corbin contre ce traître de Madcap Moss. Un match entre les deux, donc Happy Corbin et Madcap Moss. Madcap Moss qui va donc devoir affronter son ancien partenaire, lui qui était le roi de la blague, hein, le roi de la vanne, Madcap Moss, qui débarque, voilà, une petite pop, voilà, avec ses bretelles. Il n'a pas changé son gear, hein, et c'est très bien, il faut qu'il reste comme ça, habillé en crétin des Alpes, là. L'ancien champion de boxe, là, qui compte pas se laisser faire. On s'envoie, on déroule un peu entre les deux hommes. Un match tout à fait classique. C'est juste à durer un petit peu plus longtemps qu'un match de weekly, tout simplement. Beaucoup plus compétitif. Pas mal d'agilité hein, de la part de Moss qui nous fait des leapfrogs, voilà, qui nous offre un petit peu qui nous déroule un petit peu un catch pas juste bourrin. Et puis un sunset flip qui est passé pour Madcap Moss. Et puis ça se termine sur un petit paquet, non? Sur un espèce de petit roll-up suivi de son sunset flip, si je dis pas de bêtises. Tout simplement, moi je dis merci, Ouais, merci le baron, hein, trop sympa. Moi évidemment j'avais voté pour le baron parce que je ne peux pas voter contre le baron, mais voilà, mon amour pour le baron m'a aveuglé puisque Happy Corbin c'est un homme généreux avant tout et il donne sa chance aux petits jeunes. Voilà, il s'est couché pour Roman Reigns et aujourd'hui il se couche pour Madcap Moss tout simplement, Giscal. Ouais, c'est ça. Écoute, c'était un match. Est-ce que ça a sa place sur un pay-per-view ou pas? Moi, je trouve que oui, parce que il en faut en fait. Je trouve des matchs comme ça un peu légers. Et d'ailleurs, il était très bien placé. Hein, c'est sa place. Hein, c'est assez standard hein, dans une construction de pay-per-view entre juste après le I Quit match pour faire souffler un peu tout le monde, parce que voilà, hein, c'était quand même un gros match, une grosse confrontation, et avant le main event. Donc ça avait sa place. J'étais assez surpris de la longueur, comme tu l'as dit, hein, ça a quand même duré une dizaine de minutes. Et après, sur l'exécution, j'avais souvent tendance à dire à l'époque, quand on faisait des reviews de weekly, c'est peut-être pour certains, les plus anciens se souviennent, mais c'est vrai que je trouve que sur des matchs comme ça, je trouve que c'est vraiment... en fait, j'étais assez déçu de Madcap Moss, parce que certes, voilà, c'est un match qui mange pas de pain, c'est là pour faire souffler, on n'en attend rien. Mais justement, en fait, il en aura pas beaucoup en fait, hein, des matchs comme ça, on va pas se mentir. Hein, c'est pas un futur top guy du roster.
Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en plus, manifestement, la WWE avait décidé de leur filer un petit programme parce que s'il prend une victoire en pay-per-view, c'est que ça va continuer derrière. Donc, ils vont peut-être avoir 2-3 matchs, sans doute la majorité en weekly, mais il va quand même y avoir un petit programme. Donc, ça veut dire quand même qu'il va avoir un peu d'exposition et des matchs de pay-per-view, il va pas en avoir 36. Et quand tu as 10 minutes en pay-per-view, c'est l'occasion d'installer, pourquoi pas, ton personnage de face pour la suite. C'est l'occasion d'être un peu reconnu du public et tout. Et là, je trouve qu'il... en fait, je retiens rien. Tu vois, est-ce que quand tu sors d'un match comme ça, est-ce que tu sais maintenant ce que c'est que le moveset de Madcap Moss? Bon, il a gagné sur un sunset flip, mais tu vois, il a pas de signature moves, il a rien fait. Alors oui, il a fait 2 leapfrog. C'est dommage. Tu vois, même quand on n'attend rien, je trouve que c'est des moments comme ça qu'il faut savoir saisir. Et en fait, tu sors de là et tu te dis bon bah ouais, je m'en fous de ce qui va se passer pour la suite parce que ce gars-là, je sais pas si c'est très fun. Donc je suis quand même déçu pour lui parce que je pense que c'est des matchs importants quand t'es dans la low card comme ça. Bon, alors on retiendra peut-être plus finalement la senton de Corbin là qui nous qui nous a lui a l'air d'avoir mis à jour aussi son moveset. Moi j'étais assez impressionné. Non mais ouais, grave. Ce qui est sorti, que nous a fait c'est-à-dire que voilà, Corbin Monsieur le Baron. Corbin, il a son moveset, les commentateurs d'ailleurs disent vintage Corbin quand il fait ses trucs et tout. Il fait cette sortie du ring qui revient et qui met très longtemps qu'elle n'était pas passée. On voit, ça situe Madcap Moss sur la carte quand même, parce qu'il se mangeait la close line de Happy Corbin. C'est qu'en général, t'es pas très haut sur la carte. Donc voilà, là-dessus, voilà, le Baron a été généreux. C'est une soirée générosité de la part du Baron. Toi, Gélial, qu'est-ce que tu en as pensé? Je l'ai pris pour ce que c'était, à savoir effectivement une respiration entre 2 gros moments et puis surtout avant le main event. Je suis content que Madcap Moss ait pu finalement capitaliser sur son split avec Baron Corbin. Effectivement, je pense que ça aurait pu être là, il y avait 10 minutes, ils auraient pu être à 120% tout le long. Ça n'a pas été, c'est pas ce qui est forcément ressorti. C'est dommage parce que je trouve quand même que il y a une certaine capacité athlétique côté Madcap Moss. Il est rapide, il est puissant. Je trouve que quand il court, là, quand au début du match, il fait ses 2 allers-retours dans les cordes, là, ça bombarde quand même. Et là, il y a quand même moyen de faire des choses là-dessus, quoi. Donc, la partie micro, on a vu qu'en dehors des Black Draws, il faudra voir ce qu'il est capable de faire derrière, si le perso est un peu rebuildé. Moi, c'est pas que j'y crois particulièrement. Hein. Effectivement, ça va pas être forcément la future tête d'affiche de la WWE. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux, donc ça venait pour moi finir et légitimer complètement le split avec Corbin pour partir sur autre chose. Ouais, je rejoins un peu Giscard, ils auraient peut-être pu prendre un peu plus de risques et faire des trucs un peu plus spectaculaires ou un peu plus sympas sur le créneau, quoi. Ouais, voilà. Et donc un peu déçu, même si pour moi ça conclut bien, s'ils en restent là, ça conclut bien l'histoire et puis voilà, ils vont partir de chaque côté là-dessus. C'est vrai que 10 minutes en pay-per-view, normalement, effectivement, je suis d'accord, là ça fait un peu raté ou un peu mitigé, quoi. Ouais. Il y a que le Baron qui s'est amusé peut-être parce que je reviens à cette senton puisque j'ai l'image de Baron Corbin faire une senton. Elle était un peu dégueulasse mais elle était marrante. Bon, écoute toi, Tonton, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que les 2 hommes ont maximisé leurs 10 minutes? Je pense pas, mais moi je pense qu'ils n'ont pas montré grand chose justement, tu vois. Je trouve que Madcap Moss, écoute, je n'entendais rien de ce match et il m'a rien montré de plus, quoi. Donc comme ça, c'était réglé. Je vais être assez rapide. Moi, je comprends pas le concept de il faut respirer entre 2 matchs, etc. Je peux le comprendre dans une carte comme WrestleMania avec 9, 10, 11, 12 matchs ou un Rumble et des choses comme ça. Mais moi, dans une carte où il y a 6 matchs, j'attends pas d'avoir un match qui soit une pause respiration, une pause pipi, une pause que vous voulez, quoi. Franchement, moi, c'est le genre de truc que j'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'était un match de weekly qui avait strictement aucun intérêt et le public s'arrête complètement à ce moment-là, alors que le public était super chaud depuis le début. Il se passe rien. Enfin, moi, Madcap Moss, je lui vois aucun avenir. Hein. Et Happy Corbin, par contre, restera un heel mid-carder. Voilà, comme l'ont fait plein d'autres heel mid-carder avant lui. Mais très franchement, je ne comprends pas ce concept de respiration. Je vais parler en langage de Jens. Moi, il y a une carte avec seulement 6 matchs. J'attends 6 bangers. Et je veux qu'on m'en mette plein la gueule, quoi. Je veux ressortir du truc, je veux être lessivé, quoi. Et quand en mode pay-per-view NXT, quoi. Ah ouais, en mode
takeover old school NXT, ouais. Et tu vois, moi, je veux être lessivé. Je ne veux pas respirer pendant un pay-per-view. Et ce Madcap Moss Happy Corbin, pour moi, c'était pas 0, parce que je mets jamais 0 à des catcheurs, quels qu'ils soient, parce que je respecte le taf, mais pour moi, quand on aura éteint l'enregistrement de notre ingénieur du son favori, j'aurais déjà oublié ce match. Effectivement, surtout qu'en plus les respirations, on les a, ils nous mettent plein de packages vidéos et interviews là dans le stade. Bon, on a de quoi respirer. Y a pas... C'est vrai que pour une carte de 6 matchs, c'est vrai que t'as pas tort. C'est vrai que j'étais resté un peu sur les anciens formats, un peu à 7, 8, 9 matchs de pay-per-view généralement, avec beaucoup de matchs plus courts. Parce que c'est vrai qu'on a quand même globalement plein de matchs assez longs. Il est même pas si court que ça finalement. Merde, alors on a... Il y a un titre intercontinental, il y a un titre des États-Unis, il y a quoi? Il y a des belles ceintures, il y a des beaux champions et on nous colle un Happy Corbin. C'est un scandale quoi. Ricky Labelleville, il aurait dû être dans ce pay-per-view. Ah d'accord, voilà où tu voulais en venir. Ok. D'accord, ok. Ah bah voilà. Oui, il est encore employé. Il est encore employé lui. Ouais, non mais c'est toi qui vas bientôt plus être employé si tu continues comme ça, parce que si t'arrives en disant du mal de Ricky, alors là ça va partir en sucette. C'est fou ça, Ricky Labelleville il est encore là. Mais il fait encore du catch. Le problème n'est même pas lié à Ricky. Le problème il est. Ils vendent pas des télés chez Best Buy là. Il est lié aux titres intermédiaires quoi. C'est-à-dire que les titres intermédiaires dans les pay-per-view, c'est devenu d'une pauvreté depuis le Corona Mania. Moi je suis sidéré hein. Franchement même le titre US a eu des apparitions en pay-per-view etc, mais il est de temps à autre dans le pré-show quand il y est pas du tout. Et vraiment là moi je suis vraiment très désagréablement surpris par contre sur le mode sur lequel fonctionne la WWE avec les titres intermédiaires depuis le début de l'année. Allez, un petit scud au passage de la part de Tonton sur les titres intermédiaires, ça fait pas de mal, c'est cadeau. Bon allez, on passe aux choses sérieuses. Après cette respiration dont on serait peut-être passé, direction le main event. Là, il y avait pas... Qui s'était dit que Roman Reigns ne serait peut-être pas en main event? Je comprends même pas. C'est comme les gens qui n'ont pas voté pour Roman Reigns, pour la victoire de Roman Reigns. Nous ne comprenons jamais ces gens. Il y en a? Oui, il y en a malheureusement. Ils existent encore. Et c'est pas forcément ceux que tu crois. Hein. La Vipère et Jimmy Uso, c'est eux qui vont commencer. Ils représentent d'un côté les RK Bro et Drew McIntyre, qui est l'invité du jour, face à la Bloodline. Alors des entrées qui durent 15 minutes, évidemment, que la Bloodline arrive en ville. Il faut prêter allégeance, il faut reconnaître le chef de la table. Donc Randy Orton et le frangin Uso qui commencent. La foule est chaude, Rhode Island est brûlant ce soir. Les chants commencent alors que les deux hommes ne se sont même pas touchés, ne sont même pas effleurés. Orton se retrouve à un moment donné dans le coin du ring et il met sa petite pichenette dans l'œil là, ça fait toujours marrer, voilà, il lui arrache un œil tout simplement, ce qui permet à son frangin, son poteau, son friend Riddle d'entrer pour faire un petit peu de double team action. C'est McIntyre un petit peu plus tard, McIntyre qui va devoir creuser un petit peu pour trouver la pop. Pas facile pour McIntyre ce soir avec un Randy Orton qui était en feu. C'est un petit peu Randy qui a récolté toute la ferveur de la foule. Il balance Jimmy dans le coin et surtout il lance un défi au chef tribal à la tête de la table. Il lui dit allez viens, si t'es un homme, viens si tu l'oses. Paul Heyman lui dit mais attends, non mon bon chef, ne fais pas ça, voyons, tu ne lui dois rien. Et puis un truc que j'ai trouvé, Roman Reigns a retrouvé la psychologie qu'il avait réussi à avoir au début de son nouveau gimmick là, où il écoute la foule. Puis ça, il a investi d'une mission. Il dit bah si j'y vais. Et donc il fait le tag. Alors, on a le face à face entre l'Écossais et le champion unifié. Mais c'était un leurre. Roman Reigns se barre, il refait le tag. Alors là, la foule n'est pas contente. J'imagine que personne n'était content. Tout le monde était en colère devant son écran. Donc du coup, ça se met sur la tronche. Et finalement, Roman Reigns et McIntyre ne se mettront pas sur la tronche tout de suite. C'est la Vipère qui revient pour le tag. La foule en délire. Un RKO qui est placé. Jimmy s'en bouffe un autre. Et c'est Jay qui finit par casser. Alors le RKO sur Roman Reigns, c'était fantastique. Roman Reigns qui venait pour un spear, il me semble. Grosse pop. Ah ouais. Là, le RKO bien placé. On sent qu'il a eu un peu au dernier moment, mais qu'il a réussi à le placer. J'adore. En fait, j'adore quand Randy Orton fait ça. Tu dis, mais c'est trop tard, jamais il va pouvoir placer son RKO. Et puis il trouve toujours un moyen de le placer. Et ça, c'est fantastique. Bravo, Randy.
Le match reprend et alors là, ça commence à partir en couille. Même l'arbitre ne sait plus où il en est. Tout le monde est là. Tout le monde se met sur la tronche, sur le ring, en dehors du ring. Reigns qui balance McIntyre à travers la table des annonceurs. Riddle qui se débarrasse de Jay avec un RKO depuis la troisième corde avant que le chef tribal vienne le couper en deux avec un spear pour la victoire finale. 1, 2, 3, un match incroyable, une ambiance complètement électrique ce soir dans ce match à 6. Géliel, alors, ça va? T'avais encore un peu d'air, encore d'oxygène à la fin de ce match, de ce main event de Backlash? Ah ben oui, et surtout grâce à la respiration du match précédent, bien entendu. Mais ouais, gros match, énorme match. En plus, à 6, j'en attendais beaucoup parce que ça permet quand même de tourner, donc ça permet d'avoir des catcheurs qui soufflent et donc de maintenir in-ring un rythme élevé. Et pas déçu, quoi. Les Usos qui sont toujours quand même quelque chose de référence en termes de tag team. Roman Reigns qui a fait son jeu avec je rentre pas et puis finalement je vais m'y coller. RK-Bro avec Randy Orton et Riddle qui ont un jeu assez sympa. Riddle il apporte beaucoup avec sa vitesse, avec son dynamisme, plus une espèce de petite folie qu'on sent capable de s'exprimer à chaque moment, donc ça c'est très sympa. Et puis Drew McIntyre qui effectivement a eu du mal à s'imposer au début parce que entre Randy, la Bloodline, c'est vrai que c'était compliqué d'avoir une partie de la pop. Mais il a quand même su revenir. Il y a eu quand même des gros spots. Il y a eu du Claymore. Il y a eu la partie passage à l'extérieur du ring avec éclatage là quand tout le monde est à l'extérieur du ring, que la table des commentateurs vient d'exploser là. Enfin, c'est un moment de bravoure assez incroyable quoi. Et puis ça revient et puis ça se termine effectivement avec la victoire de la Bloodline. Gros moment. Ça nous a pas avancé à grand chose. À part peut-être effectivement le face-off qu'on pouvait voir surtout au début entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Donc, mais je suis même pas sûr que ça puisse être définitivement quelque chose à retenir. Pour autant, le moment était dingue du début à la fin, quoi. Donc j'ai vraiment adoré. Il y a plusieurs moments où je me suis levé sur mon canapé et voilà. Quand il y a que ce soit 2-2, mais là encore plus à 3 vs 3. Comme ça donne des matchs assez fous, quoi, et j'ai adoré. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé sur le Discord, je crois, Papy notamment l'avait mentionné. On aurait pu aussi rajouter une stipulation winner takes all, hein, comme on avait d'un côté des champions et qu'on était parti sur une fusion des titres, ça aurait été sympa. On aurait pu rajouter 2-3 spots complètement dingues avec des near falls assez incroyables, notamment de Drew McIntyre. C'est vrai que peut-être, mais le feu était déjà là en fait. Il y avait déjà le feu dans l'arène ce soir. Donc là, c'était vraiment, on était en mode pyromane dans le Rhode Island. Tonton, The Main Event, ça a foutu le feu à ton télé, à ton canapé? Ah ouais, carrément, ouais, le feu au slibard, hein, clairement, hein, 22 minutes, c'était plus possible, quoi, impossible de rester assis, quoi. C'était, écoute, et moi j'ai pris ça pour ce que c'était, c'est-à-dire un énorme spot fest. La WWE, elle nous en a finalement assez rarement, hein, quoi. Hein. Là, on a vraiment un All-Star Game, quoi. On a un line-up mais phénoménal. On a quand même l'homme de l'année 2020 à catch-up avec Drew McIntyre et puis bon bah voilà la tête de table, etc. Donc du coup le line-up il est tellement génialissime que tu dis que même si effectivement il n'y a pas véritablement d'histoire à travers tout ça, quoi, c'est un face-off énorme entre c'est une forme de blockbuster de la WWE qui nous propose, quoi. Et les mecs se sont donnés à cœur joie, donc vraiment tout était là, toutes les signatures moves, tous les rappels, tous les hommages. Randy Orton, bah écoute, c'est un truc de dingo, on le dit semaine après semaine. Le selling sur le super kick était génial, oui. Ouais, carrément, ouais. Pay-per-view après pay-per-view, le mec, voilà. Moi, je serais Randy, je postulerais à la présidence des États-Unis. Hein, il a la popularité d'un politicien en campagne, là, qui enchaîne les meetings sous les divas de la foule. Randy, c'est incroyable. Bon, la victoire de la Bloodline, bon, écoutez. Peuple de catch-up, vous avez bien sûr écouté le gros pré-show et vous avez bien sûr voté la Bloodline parce que c'était de toute façon d'une telle évidence. Mais on n'était pas là d'ailleurs pour l'évidence de la victoire, on était là pour le Spotfest en lui-même et ce festival a eu lieu et j'en suis fort aise. Ouais, Giscal, évidemment, une victoire évidente pour la Bloodline. Évidente. Il n'y avait pas photo. Qu'est-ce que tu en as pensé là, de ce gros main event?
Non, mais c'était génial. Moi, je partage le concert de louanges. Je trouve c'est super, super, enfin, super main event qui pourtant avait pas mal de. Enfin, avait pour moi l'écueil un peu sur le papier d'être. Enfin, il avait deux défauts, on va dire, de prime abord avant que le match commence. C'était que déjà, bah, tu l'as dit, il n'y avait pas de stipule. Ça manquait d'enjeu en fait. C'est assez rare hein, d'avoir des main events de pay-per-view sans enjeu explicite. Après, il y a toujours les enjeux implicites. Hein. On sait que c'est pas complètement neutre pour Drew McIntyre d'être dans une équipe gagnante. Pourquoi pas légitimer sa place pour les titres de Roman Reigns. De la même manière, RK Bro chasse un petit peu les Usos pour essayer de leur faire cracher un match d'unification. Donc il y a un petit enjeu implicite, mais bon, on était quand même sur le papier sur un peu un 2+1 contre 2+1 qui est assez propre un peu à House Show ou au main event de Weekly et qu'on a assez rarement l'occasion de voir en pay-per-view. Comme ça, sur le papier, je trouvais ça assez casse-gueule. Je me suis dit, bon, ok, voilà, ça va être très spot-fest, et puis voilà, quoi, c'est tout. Et puis, on va se retrouver sur du booking 50-50 avec les faces qui vont gagner pour avoir leur spot. Comme d'habitude, on fait perdre le champion dans un match par équipe ou dans un match un peu anecdotique pour légitimer un title shot. Je pensais qu'on allait se diriger vers cette sécurité un petit peu. Et puis en fait finalement on a eu un truc qui était complètement dingo. Ça pendant vous avez déjà tout dit, pendant 25 minutes c'était la folie, des slips qui volaient dans tous les sens et un bête de match et avec le bon résultat en effet je pense qui est la Bloodline qui gagne parce que ils doivent tout gagner. Enfin c'est en fait ils sont tellement c'est tellement fort ce qu'ils ont fait je pense avec Roman Reigns et avec cette faction. Ils doivent pas perdre. Je me demande même je pense qu'ils doivent même pas perdre un match de l'année. Je pense il faut qu'ils continuent. C'est trop gros ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils en fassent un truc légendaire, je pense. Et donc c'était évidemment le bon résultat. J'ai mésestimé, on va dire l'intelligence des bookers. Sur ce coup-là, mais donc voilà. Et puis je pense que ça va leur permettre en plus derrière de se positionner comme les rois du monde, quoi. Vraiment être là en mode, mais allez vous faire foutre. Les autres vont leur courir après, mais on est tellement au-dessus, on vous emmerde. Enfin, je pense que ça va être vraiment très très stylé de voir les dynamiques après ce match. Mais au demeurant, voilà, main event de Barjo. Ils ont fait de quelque chose qui aurait pu être anecdotique, un main event assez mémorable, quoi. Enfin, franchement, ce match-là, je m'en souviendrai pendant un petit moment. J'ai trop kiffé. Eh ben écoute, c'est là-dessus que c'est terminé. Cet incroyable pay-per-view avec un main event de folie qui a mis le feu tout simplement au monde, le monde entier. Le monde entier a été mis à feu avec la Bloodline, les RK Bro et Drew McIntyre. Messieurs, avant d'attaquer les résultats des pronostics, je vous propose l'heure du mot de la fin. C'est l'heure de nous partager votre top, votre flop et votre note. Et tiens, Giscal, je t'ai toujours sous la main. C'est à toi, l'honneur. Allez, ma note, j'ai mis 3,75 sur 5, juste en dessous du 4, parce que pay-per-view super solide, hein, on va pas se mentir, très 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 compact, 6 matchs, de la qualité de bout en bout, hormis la petite respiration dont on a parlé. Mais ce qui manquait pour aller chercher plus haut, je pense que c'était un peu plus d'enjeu. Voilà, on en a parlé, hein, ça manquait de ceinture, ça manquait de match pour le titre. Donc c'est mon petit regret, mais bon, si les pay-per-view secondaires peuvent être tous comme ça toute l'année, je pense qu'on va s'éclater. Donc beau moment. Sur le top, j'ai pas mal hésité entre le main event et Cody Rhodes, mais je vais le donner à Cody Rhodes parce que c'est la redécouverte, hein, dont je parlais en intro de l'épisode. Pour moi, je redécouvre le bonhomme. Je reprends le catch et je reprends avec un Cody Rhodes qui est très très impressionnant, pas que pour son moveset, mais pour tout ce qu'il dégage, pour tout ce qu'il embarque pendant son entrée, dans son jeu avec le public. Je vois vraiment une superstar que je ne voyais pas du tout à l'époque quand il est parti. Donc je suis très impressionné et je me dis que ça vaut le coup que je regarde tout ce que j'ai manqué de lui parce que j'adore. Le flop, il n'y avait pas grand chose à jeter dans ce pay-per-view, mais je vais rester sur ce que j'ai dit sur Madcap Moss. Je suis déçu pour lui que en 10 minutes sur un pay-per-view comme ça, où il y a eu quand même globalement une très très belle qualité, qu'il n'ait pas réussi à mieux tirer son épingle du jeu et à faire en sorte qu'on se souvienne de lui.
parce que voilà, je maintiens que il en aura pas beaucoup. Donc c'est vraiment dommage. Génial. Pour ma part, alors j'ai trouvé le pay-per-view un peu court, 2h50 je crois, quelque chose comme ça. Mais c'était normal avec une carte qui était finalement pas énormissime. Et alors on l'avait un petit peu regretté, mais du coup par rapport à 2 fois 2 nuits de WrestleMania où on a bouffé du paquet de vidéos pour la nuit d'après puis pour la nuit d'avant, peut-être qu'il y a un équilibre à trouver. Je l'ai trouvé un peu short, un peu condensé. Voilà, c'était un peu le sentiment à l'issue. Sinon, pour rester dans le format, mon top va aller au main event. Donc voilà, je le prends. Ou 25 minutes de chaos total avec des catcheurs quasiment tous au sommet de leur art, quoi. Donc vraiment incroyable. C'est aussi pour ça que je pense on adore tous cette espèce de truc et voir des bonhommes en slip qui se jettent par-dessus les cordes. À côté de ça, mon flop, alors effectivement, je serais parti un peu sur Madcap Moss. Je vais le mettre à Ronda qui, voilà, juste pour alerte dans le sens où en dehors de ce format spécial, format spécial contre Charlotte, je sais pas trop ce que ça va donner entre, on l'a déjà dit, un skill mic qui est pas forcément au top. Mixkill, pardon, et puis une shape qui est pas forcément au top, et puis peut-être une histoire aussi, un positionnement qui est peut-être pas non plus forcément au top, quoi. La baddest en face, moi il y a un truc qui marche pas. Donc voilà pour mon flop. Et puis la note, c'est con. Enfin, j'ai pas. Il y a eu une bonne entrée. Moi, la partie Edge, la partie Rhodes. En fait, il y a 3 gros matchs qui sont Cody Rhodes, Edge et Style Edge, et puis le main event qui m'ont vraiment entertainé. Le reste, j'ai trouvé j'étais un petit peu moins bien. Je l'ai dit dans notre échange. Je vais partir sur un 3-5. Voilà. Alors ça peut être un peu sévère pour un pay-per-view qui est quand même de bon niveau globalement, mais parce qu'il y a eu des moments un peu moins bien qui m'ont un petit peu plus, sans dire de sortir, mais un peu moins. Disons qu'avec 6 matchs, pour moi, il n'y a pas le droit à l'erreur. Quand il y en a une dizaine, on peut se dire il y en a 2, 3 qui sont pourris et puis ça fait partie du truc. Là, il y a que 6 matchs et il y en a pour moi 2 qui étaient vraiment en dessous, quoi. Et voilà. Donc pour moi, ça mérite pas plus que le 3-5. Tonton, c'est à toi. Si tu veux, hein, après, t'es pas obligé. Aïe, tonton. Il est pas obligé. Le micro. Non, mais je pense que ça, c'est parce que t'as critiqué Ronda. C'est pas peu, ouais, c'est Ronda. Alors qu'en plus, j'étais en train d'attaquer sur. J'ai attaqué sur mon bon papy anti-Atemi, là. Parce que papy anti-Atemi, il a laissé son petit avis, il est bien sympatoche. Donc, il nous a mis dans la lignée de Mania et des hebdos. La WWE, c'est de nouveau raconter des histoires. Top, le main event qui part dans tous les sens. Tu penses arriver à la fin avec la tournée de RKO, mais c'est reparti pour 10 minutes de castagne. Juste derrière, je mets l'opener qui m'a semblé bien meilleur que le Rhodes Collins de Mania. Cette fois-ci, pas de manque de réglage ou de pression. Le match était propre et top. Flop, difficile de ne pas citer le Madcap Moss versus Corbin, qui était une affiche bien plus faible sur le papier que les autres, et qui en plus n'aura pas offert de moments notables, même si les deux ont bien bossé. En flop de complément, il met le Ronda Charlotte, pour lequel il a trouvé la haine entre les deux. Sûr et mal joué, notamment les passages au micro, c'était laid ce finish, ça faisait faux, et je ne supporte pas ce sentiment quand je regarde du catch. Mais bon, dans l'ensemble, on reste quand même sur du très satisfaisant. Il faut que la WWE poursuive dans cette voie et continue de tenter des trucs, des histoires, des stipus qui rendent leurs produits bien plus sympas à suivre. Et sa note, c'est 3,75. Et comme moi, j'ai toujours besoin d'être à l'équilibre avec mon papy anti-Atemi, moi aussi, je vais mettre un 3,75. Mon flop, il ira à la WWE pour avoir collé ce Madcap Moss versus Corbin. Je mets même pas mon flop au match en lui-même. Je mets mon flop à sa présence dans la carte. Et je trouve scandaleux, je le répète, je suis indigné que le titre IC ou le titre US n'ait pas eu droit à son spot dans un c'est vrai. pay-per-view, un PLE de 6 matchs. Pour moi, c'était une vraie déception et je l'avais de toute façon annoncé dès le gros pré-show. Et mon top, je suis ravi d'ailleurs de donner ce top-là parce qu'en plus, c'est archi clivant pendant toute cette review et c'est bien ça qui est bon à catch-up parce que moi, justement, je vais le donner à Charlotte versus Ronda. J'ai adoré Absolute fucking War, je le répète. Moi, c'est passé crème. C'est que du bonheur. Moi, je veux des matchs féminins tout le temps comme ça. De toute façon, il y en a tout le temps comme ça en ce moment. Les filles quand même, elles nous vendent du rêve, quoi. Que ce soit Bianca,
Asuka, Becky, etc. Alors, il n'y a que Giscal pour pas aimer le catch féminin, mais ça, c'est pas grave, peuple de catch-up, parce que je sais qu'à la différence de l'inénarrable Giscal, vous êtes une écrasante majorité à aimer le catch des femmes à la WWE. Donc, voilà, j'en ai fini pour ce top flop note. Allez, à moi, en ce qui me concerne, eh ben, c'est simple. Mon flop, je vais le donner à Giscal pour son grand retour. Pour sa performance exécrable. Merci, patron. Parce que ce gros malin n'a pas été foutu de pronostiquer correctement le main event, qui nous aurait évité du grabuge pour les résultats, et on va en parler juste après. Donc voilà, bon retour parmi nous, Giscal. Un flop pour toi. Mon top, eh ben écoutez, vous en avez distribué tellement que moi je vais me faire un petit plaisir, je vais le donner à Rhea Ripley qui rejoint le Judgment Day. Ça m'a vraiment surpris parce que moi j'ai les rumeurs, mais c'est mérité. Ah la vache, quand j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est top ça. Surtout toute cette tension, savoir qui était sous cette cagoule, c'était vraiment bien foutu. Et ma note, eh ben pareil, à 3,75, j'ai trouvé que c'était un excellent pay-per-view avec plein de rematchs, mais pour beaucoup qui étaient, bah voilà, on est monté un petit peu d'un cran et c'est ça qu'on attendait. Et plein de belles choses là, qui nous attendent pour la suite. Allez, les pronostics. On en a fait toute une campagne avec Tonton qui vous en a parlé sur les réseaux. On vous en a parlé pendant le gros pré-show mené par Ringside. Les pronostics, le championnat de pronos de catch-up. Les résultats sont tombés et il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse tout simplement. Alors je vais... j'ai pas vu le dernier, c'est énorme. Alors effectivement, il y a eu de la casse pour donc ces 6 matchs. Il fallait pronostiquer les 6 matchs. Chaque match valait 2 points tout simplement parce que c'était tout simplement des 1v1 et donc ça fonctionnait. On était récompensé de 2 points, donc on pouvait gagner jusqu'à 12 points pour le fameux perfect qui était si cher à l'époque au cahier du catch. Alors, le dernier... Il a 0, je vais le citer parce qu'il le mérite et je vais le citer parce qu'il est là parmi nous ce soir. Géliel a fait 0. Alors ma question, Géliel, c'est est-ce que tu as compris comment on pronostiquait en fait? Il y a peut-être un souci d'interface utilisateur. Non, mais je pense que j'ai été hacké parce que l'analyse fine que je porte habituellement se trouve être complètement à l'ouest. Non, mais c'est toujours le partage entre ce que j'aurais envie de voir gagner, puisque entre le fan et puis le gars qui analyse, donc voilà, j'ai été, enfin en même temps j'ai été cohérent, c'est-à-dire, je me suis trompé du début à la fin. Je ne vais pas aller chercher une petite victoire pourrie comme ça. Non, l'erreur complète. Non. C'est plus impressionnant, je trouve, qu'un perfect. Ah oui, carrément. Et j'aimerais bien avoir un lot de consolation ou un point de consolation pour mon perfect. Un clean sheet au prono, c'est énorme. Ah ouais, c'est incroyable. Tu veux le faire, tu peux pas en fait. En général. Non, je pense que c'est même plus dur en fait. Ouais. Un anti-perfect. Un perfect anti-perfect. Ben voilà, et t'es tout seul en plus. T'es une belle lanterne rouge, 26e au classement général, avec un beau 0 pointé pour Géliel. Ça fait plaisir. On n'a pas que des vainqueurs à catch-up, ça il faut le savoir. Bon, on enchaîne. Vous savez quoi? Parce que ils ont 4 points, donc deux bons pronostics. On a Chetty. Et aussi, on a un autre membre de Catch-Up, on est vraiment des grosses buses à Catch-Up, c'est Papy. Papy qui a pronostiqué que 2 bons matchs, donc qui repart avec 4 points. Donc bon, avant-dernier, Papy, voilà, bravo. Ensuite, on a enchaîné avec, ils ont réussi 3 pronostics, donc ils sont tous 14e. Je vous les cite, Franck, Freeze du Catch, Jericho. Il y a des noms qui vont peut-être vous dire quelque chose. Johanna Bébélu, Kyrias, Laetitia 67-70, Mask Mojo, Raphaël, Tony Vorris, je n'ai jamais su comment ça se prononçait. Et IRM, je ne sais pas qui c'est assez bizarre. Donc, bizarre de voir si bas. 3 autres membres de la team Catch-Up. Voilà, on est vraiment là dans le vent. Il était vraiment grand temps que je revienne mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que là, c'est n'importe quoi. Une belle preuve que ces pronostics ne sont pas. Il n'y a pas d'embrouille. Puisque sinon, j'aurais évidemment fait un beau perfect. Ensuite, ils ont trouvé 4 matchs donc, avec 8 points. 6e place, Fitcan, Furiosha, Gino, Max Hardy, Internaute, Ringside, Sully Perfect 10, Wallagan, voilà, en 6e position. Et donc,
puisqu'il n'y aura pas de perfect pour cette première session de pronostic. On a 5 pronostiqueurs qui se partagent la première place et ça fout la merde. Avec donc 5 sur 6, on a Jules, Seb, Taco 3, Tonton Ketchup et Giscal, monsieur, je ne pronostique pas, Roman Reigns. Que je suis dégoûté. Il faut savoir que Giscal a quand même un historique d'excellents pronostiqueurs. Il faisait des belles performances. Il a remporté plusieurs fois, j'imagine, les championnats organisés par les cahiers du catch. C'était très difficile d'aller le déloger. Une fois qu'il était parti, il était parti. Mais alors là, faux départ pour Giscal. Et donc, du coup, je sais pas ce qui m'a pris. On se retrouve dans la panade parce qu'on n'a pas de gagnant clair. Et donc, comme vous le savez, on a 2 championnats à mettre en jeu pour les pronostics. On a tout simplement un championnat secondaire qui est remis en jeu à chaque fois sur chaque pay-per-view. Le vainqueur de chaque pay-per-view prend ou conservera la ceinture. Il s'agit du Catch-Up Roll-Up Championship. Et on a également un titre universel qui, lui, fonctionne un peu comme un maillot jaune par rapport à l'autre qui est plus un mode vainqueur d'étape. Donc un maillot jaune, donc un titre qui peut être aussi changer de main entre chaque pay-per-view, mais c'est plus difficile parce que ça se compte sur tous les points, ça se départage sur les points au classement général. Là, donc on a le Catch-Up People Champion, donc spécial casse dédié à Tonton. Simplement le Millions and millions champion du peuple. Du coup, il y a du grabuge. Et c'est comme la WWE, quand les résultats ne sont pas clairs, quand plusieurs hommes passent par-dessus la 3e corde en même temps, on va devoir refaire le match. Et du coup, on va organiser tout simplement un petit prono spécial pour nos 5 premiers. Jules, Giscal, Seb, Taco 3 et Tonton, je m'adresse à vous. Je vais poser là dans la journée, juste après l'enregistrement, une question qui portera sur le prochain Monday Night Raw. Et cette question sera telle qu'on aura normalement un vainqueur très très clair, puisqu'il faudra pronostiquer tout simplement la durée du dernier match du Monday Night Raw qui arrive, donc le Monday Night Raw du 16 mai. Donc je dis bien la durée du dernier match de Monday Night Raw. Alors pas de dark match, le main event, catch entre les cordes. Et celui qui se rapprochera le plus possible de la durée officielle, on ira chercher le temps officiel du match. À la seconde près, plus ou moins. Il n'y a pas de si tu dépasses, c'est comme au juste prix. C'est pas comme au juste prix où si tu dépassais, t'étais niqué. Non, là, c'est vraiment celui qui s'en rapprochera le plus. Alors, il sera doublement couronné avec, d'une part, le titre de champion roll-up et également le titre de champion du peuple de catch-up. Donc, on se donne rendez-vous sur les pronos là très rapidement pour départager ces 5 pronostiqueurs. Et c'est comme ça que commence ce premier championnat qui est lancé des pronostics de catch-up. On est d'accord que moi je peux pas participer, c'est bien ça, j'avais bien. Oui, disons qu'il n'y a pas de dernier à départager. Tu es seul. Il y a même. On peut peut-être faire une dérogation. Du coup. Donc, non, je suis de la classe. Voilà. Mais ce qu'on fera à l'avenir, je vous trouverai une petite question, on rajoutera à chaque fois pour chaque pronostic une petite question pour départager parce que vous êtes tellement forts. Voilà, enfin. Pas tous, mais certains sont tellement forts que forcément la situation risque de se reproduire. Donc rendez-vous très très vite, on vous balancera tous les liens, toutes les infos sur tous les réseaux, les plateformes habituelles. Voilà, j'en ai fini pour cette première session de pronostic. Rendez-vous donc très rapidement à Monday Night Raw pour le couronnement premier champion de pronostic de catch-up. Il est l'heure donc de vous donner rendez-vous pour tous les liens habituels. Catch-up, c'est évidemment disponible sur toutes les bonnes plateformes audio. Apple Podcast, Google Podcast, PodCloud, Spotify et mais ça évolue depuis que je suis parti. Spotify et Deezer, ils ont fusionné. Voilà. C'est Elon Musk qui a tout racheté. Il a tout racheté. Il a tout fusionné. Voilà. Et oui. Voilà, il a peut-être racheté Catch-Up aussi. Je pense qu'il a suffi. On ne sait pas. Écoute, pourquoi pas. S'il lui reste quelques milliards, peut-être. Pourquoi pas. Ça peut le faire. On peut négocier. Les réseaux sociaux, c'est évidemment Catch-Up CDC sur Twitter, Facebook et Instagram. Le lien vers notre Discord est dans la description de la vidéo YouTube sous laquelle je vous invite à nous partager, chers auditeurs et auditrices, votre top, votre flop et votre note pour ce premier pay-per-view de la nouvelle saison de la WWE WrestleMania Backlash. Je remercie Géliel pour ta présence et pour ce joli 0 pointé que tu nous as offert.
Merci IRM, J'ai cru que la c'est du honte talent avait hein, emporté uniquement. dans le vortex. Oh non Il en faudra un peu plus, peut-être qu'au deuxième 0-0, Ah oui, il va effectivement, falloir faire je plus là, monsieur, parce qu'en dessous de 0, c'est pas possible. Ça, je relève le défi. Alors, en tout cas, merci IRM et merci à tous, Giscal et Tonton, pour cette super review de ce WrestleMania Backlash à 4. C'est hyper agréable. Tonton, est-ce Faire que... voter le millénial. Oui, peut-être. Yes. Oui, il faut faire. Alors, Peut-être gagner, lui. Fais voter ton fils, lui, il va gagner, lui, tu vas voir. voilà, la saison a été lancée, mais tout le monde peut nous rejoindre à tout moment. Hein. On peut aller déloger. Enfin voilà, tout le monde peut participer à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'être à chaque fois dans les starting blocks. Alors évidemment, pour après aller déloger le champion du peuple, ça va être plus compliqué parce que ça joue au classement général. Mais le classement général sera de toute façon remis à 0 après WrestleMania. Mais c'est pour ça que le titre secondaire est là. C'est le titre des low cardeurs, des mid cardeurs. C'est la WWE comme à catch-up. Tout le monde a sa chance. Donc à chaque pay-per-view, vous pouvez devenir tout simplement un champion des pronostics de catch-up. Et ça, tonton, c'est formidable. C'est extraordinaire, hein, être le catch-up roll-up champion, qui est l'honneur. Mais alors le catch-up people champion, je compte bien quand même me mettre sérieusement dans la course. Eh ben écoute, merci à toi Irem pour ce toasting de qualité. Bon, il y avait un autre gars là à côté de Géliel, je connaissais pas trop, mais bon ça va, il parle pas trop mal, donc on va le garder sous le coude quand même à l'avenir. Merci à l'inénarrable Giscal, et puis merci à l'Archange, merci au patron et merci au peuple de catch-up. Giscal, tu as fait ton grand retour parmi nous pour ce grand pay-per-view. Tu t'es planté en beauté pour les pronostics et tu t'es tapé un flop du patron. Je crois que là, ton retour a été fait en beauté. C'est ça, j'ai été rebaptisé. C'est comme une deuxième naissance en fait. Voilà, Reborn. Voilà, je suis reborn, renew. Non, bah écoutez, merci à tous de m'avoir réouvert la porte du studio puisque j'ai bien vu que les clés ne fonctionnaient plus. Donc, non, bah, c'était très cool. Je suis très content. J'espère que pouvoir reparticiper de manière régulière très prochainement. Et puis, merci à tous. C'était top. Bon, on se donne rendez-vous évidemment très 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 bientôt pour la suite avec un Monday Night Raw qui sera forcément d'anthologie. Évidemment, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes que j'ai citées. On vous donne rendez-vous à très très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut! Ciao tout le monde! Salut à tous! Et salut peuple de catch! Il n'a pas perdu sa voix.